En plein cœur du Giro 2025, ça parle vélo, ça parle cyclisme, le coup tordu, c'est le fameux podcast des passionnés. Pour les passionnés, le 294e épisode du coup tordu. Je vous retrouve en solo d'ailleurs pour la preview de la 7e étape du Giro 2025 qui va emmener les coureurs du côté de Tagliacozzo, voilà, j'ai réussi à le dire, Tagliacozzo, il aurait fallu Enzo pour la prononciation. En plein cœur du Giro 2025, le coup tordu, ça parle vélo, ça parle cyclisme. Le coup tordu, c'est le fameux podcast des passionnés. Pour les passionnés, il y a des interviews, il y a des previews. 294e épisode du coup tordu. Je suis en solo pour cet épisode, donc format court pour l'analyse de la 7e étape du Giro. On va revenir bien évidemment sur ce qui s'est passé aujourd'hui, sur les bêtes, sur les pics qu'on vous a donné dans le podcast d'hier avec Thibaut. On va en reparler bien évidemment. Et puis je vous rappelle aussi que mardi, il y aura une interview parce que le coup tordu, c'est des interviews et des previews. Là, on est en plein grand tour. Il y a beaucoup de previews, mais il y a aussi des interviews dans le coup tordu. Et on aura soit Michael Amand, soit Vincent Lavenu dans le podcast à mardi, que ça soit l'un ou l'autre. De toute façon, on a 12 milliards de questions à leur poser. Vous avez entendu parler de ce projet, ma petite entreprise. Le but, c'est de réunir plein de micro-sponsors pour avoir une grosse équipe. Il y a une équipe féminine qui devrait avoir le jour en 2026 et par la suite une équipe masculine. Donc ça, c'est un projet. Voilà, chaque fois qu'il y a des trucs un peu nouveaux, on aime bien dans le coup tordu. Donc que ça soit Michael Amand ou Vincent Lavenu, on va avoir de toute façon énormément de questions à leur poser. Donc on enregistre cet épisode mardi soir et donc voilà, vous l'aurez immédiatement derrière, vous l'aurez mardi soir sur toutes vos plateformes de podcast. Je rappelle que le coup tordu, on est présent sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur toutes vos plateformes de podcast, mais également depuis quelques semaines, on est présent sur YouTube. Et quand j'enregistre les épisodes et que j'envoie les épisodes sur les plateformes de podcast, de manière générale, Apple Podcast est la dernière plateforme qui envoie le podcast. Ça met à peu près une petite demi-heure entre le moment où je l'envoie et le moment où ça arrive sur Apple Podcast. Deezer et Spotify, c'est assez réactif, ça met à peu près 5-10 minutes. Et le quasi instantané, c'est sur YouTube. Voilà, c'est sur la chaîne YouTube du coup tordu où quand j'envoie les épisodes, vous l'avez instantanément. Pour attaquer de ce podcast, je vais avoir une pensée pour la justice italienne. Je leur souhaite un bon travail. Vous avez dû voir les deux abrutis qui ont essayé d'interrompre la course, essayer de faire tomber les coureurs dans les 3 derniers kilomètres. J'espère qu'ils vont prendre de la tôle. J'espère qu'ils vont prendre une bonne amende et qu'ils vont se retrouver dans la merde pendant des années et des années. Et même qu'ils fassent un petit tour en prison également. De même que tous les abrutis là. Alors, il y en a pas énormément. Heureusement, ça reste microscopique par rapport à tous les gens qui viennent au bord des routes. Mais voilà, quand il y a ce type d'abrutis comme ça, quelle que soit leur revendication, quelle que soit leur cause, voilà, je leur souhaite véritablement de prendre cher. Ensuite, on va revenir sur ce qui s'est passé, voilà, dans le podcast hier, où j'étais arrivé avec un petit peu la conviction que Caleb Groves pouvait l'emporter. J'ai écouté les arguments de Thibaut et j'ai modifié mon bet pendant le podcast et j'ai terminé sur une victoire de Olaf Koy remboursée si Caleb Groves. Alors là, vous m'êtes tombé dessus évidemment sur Twitter dans l'après-midi. T'aurais pas dû écouter Thibaut, tout ceci, cela. Alors déjà, dans les paris, déjà je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, ça c'est vraiment la base du game. Je rappelle aussi de mon côté que pour moi le jeu sain, c'est le jeu en management de bankroll. Si on diminue ses mises en fonction de ses pertes, il peut pas arriver de crash, là où il y a un crash, c'est quand on commence à augmenter en fonction de ses pertes, et là ça devient véritablement la catastrophe. Il peut y avoir plusieurs catastrophes, mais ça fait partie des catastrophes. Mais ensuite, sur ce qui s'est passé dans le podcast hier, sur l'analyse de Thibaut, quand on voit la manière dont Olaf Koy a été enfermé, il fait aussi une erreur tactique, ils s'entendent pas avec Wout van Aert, mais à la jambe, à la pédale, rien ne dit que Olaf Koy n'aurait pas pu remporter l'étape. On n'en sait absolument rien. Bon, ce qui est sûr, c'est que Caleb Groves est véritablement très très chaud. Il y aurait eu match entre les deux, mais ce qui s'est passé aujourd'hui, et encore une fois, quand vous analysez des courses, faut se fier sur l'analyse et uniquement sur l'analyse. Et à la vue de ce qu'on a vu sur l'étape 6, si Caleb Groves avait mis ne serait-ce qu'un vélo à Olaf Koy, ok, on aurait dit que l'analyse de Thibaut, elle était un peu bancale. Ce qui arrive tout le temps, moi, des analyses foireuses, je peux vous en sortir à l'appel, remonter dans le podcast, j'en ai énormément. Mais sauf que là, pour Thibaut, c'est pas le cas. Il se fait littéralement, Olaf Koy se fait enfermer par Moschetti. L'argument de Thibaut, c'était de dire qu'à la jambe, sur un sprint plat, c'était lui sur le talent qui était logiquement le plus fort.
on n'en sait rien. Et peut-être que cette info-là, il faut la récupérer pour le prochain sprint massif où on aura peut-être du Olaf Koy à 2,70, 2,80. Peut-être que si Koy remporte la prochaine étape sur le scénario que Thibaut nous a donné dans le podcast d'hier, on va tout simplement revoir notre mise à ce moment-là. Et à la fin la décision, c'est moi qui la prends. C'est-à-dire, à un moment donné, Thibaut me dit, attends, c'était une conviction, va au bout de ton truc. Il le dit dans le podcast. J'avais aussi l'option. Alors, je vous avoue que j'étais plutôt sur Groves, mais j'étais pas sur une conviction absolue. C'est-à-dire, vraiment, Koy, c'est vrai que intrinsèquement, Koy est plus fort que Groves. Ce qui me douche un peu, c'est que Koy sort de blessure. Il avait plus couru depuis Gand-Wevelgem. Maintenant, quand un coureur sort de blessure, c'est ce qu'on voit par exemple avec Remco. Remco, quand il sort d'une longue blessure, l'exercice dans lequel il se retrouve très très fort et tout de suite, et à chaque fois qu'il revient de blessure, c'est le contre-la-montre. Pourquoi ? Parce que c'est son instinct naturel. Donc Olaf Koy, évidemment, un sprint plat, logiquement, il retrouve son instinct naturel. Là où c'est plus compliqué, c'est quand il doit sortir de son registre, à savoir passer les bosses. Mais comme j'ai envie de dire pratiquement tous les sprinteurs, quand ils sont dans leur A-game, ils réussissent à passer les bosses. Quand on voit Arnaud Démare, par exemple, sur le Giro 2020, il giclait dans les bosses, comme dirait Guylain Lambert. Donc, quand un coureur commence à sortir de son registre naturel et à perfer dans son registre naturel, ce qu'on voit aussi parfois sur des coureurs de grands tours, sur des grimpeurs qui jouent la gagne dans des grands tours, on les voit parfois réussir à faire de très très gros contre-la-montre. Tout simplement parce que quand on est en forme, on est en forme. Donc, l'analyse de Thibaut, elle tenait complètement la route. Et j'avais aussi, dans mes choix, aussi l'option de prendre la double chance. C'était aussi une possibilité. Donc, et j'avais aussi, et Thibaut me l'a dit, il m'a dit, mais pourquoi tu prends pas Groves rembourser Koy ? Donc la décision, à la fin, c'est moi qui la prends. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous aussi, à l'écoute du coup tordu, quand vous prenez une décision, en fonction des arguments qu'on vous donne, la décision, c'est à vous de la prendre, véritablement, en votre âme et conscience. C'est à chacun de cliquer sur le bouton quand on met de l'argent, parce qu'on peut aussi faire du fantasy. On n'est pas obligé de mettre de l'argent pour chercher à savoir qui sera le vainqueur. Mais quand on appuie sur le bouton, on est responsable de ce qu'on mise et on est responsable de ce qu'on met. Et idem, alors moi je déconseille de le faire. Les tipsters payants, voilà, moi je considère qu'il faut jamais payer. Pour de l'aide au paris sportif, ça c'est différent. Par exemple, ce que fait la Mole, alors ce que je trouve un peu ridicule dans ce que fait la Mole, c'est que Thibaut vous le fait encore mieux sur Vélo Futé et Enzo vous le fait encore mieux sur The Big Gear. Mais dans l'idée, avoir un analyste qui vous sort qui va vous donner des angles, qui va vous donner des choses un petit peu inédites, ça moi par exemple, je pourrais payer pour ça. Notamment, j'ai découvert une nouvelle appli qui s'appelle Substack que vous allez vous allez en entendre parler dans les semaines et dans les mois qui viennent, qui va monter. Ça, voilà, sur ce type de format, sur le type d'aide au paris sportif, d'aide à la prise de décision, ça c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais sur de la décision décision, c'est-à-dire un tipster qui vous dit fais ci, fais ça, mis ci, mis ça, pour moi c'est déjà faut connaître la vie du mec pour définir quelle est sa bankroll. C'est pour moi c'est en vrai ce taf là. Pour le faire, faudrait que ça soit une véritable analyse approfondie, un véritable coaching, un petit peu comme un coach sportif qui va prendre quelqu'un en main. Faut connaître la vie de la personne, quel est son budget, quelle est sa situation de famille pour lui définir un type de pari. Parce que quand on est un bon père de famille et qu'on a une famille à nourrir, on va peut-être pas jouer ou miser de la même manière que quand on attaque dans la vie active et que peut-être on vit encore chez papa, maman, on n'a pas de loyer à payer et qu'on a un petit salaire et que forcément quand on n'a pas de loyer à payer et qu'on a un petit salaire, c'est de l'argent de poche qui tombe tous les mois. Donc chaque cas est différent, chaque situation est différente. Donc moi je trouve que le tips pur et dur tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui se pratique dans 99% des cas, même si le tipster a du talent, c'est très rare, il y en a quelques-uns, c'est très très rare, mais juste un mec qui vous dit tiens, mise ça avec tant de bankroll, faire payer pour ça, pour moi ne le faites pas. Voilà, pour moi, je vous le dis, c'est mon avis à moi. Et c'est pour ça que moi je suis
pas un tipster, je suis absolument pas un tipster, on fait des interviews, on fait des previews dans le coup tordu, on essaye de vous orienter, de vous donner des angles, des idées, mais vous pouvez ne pas être d'accord avec nous et nous le dire, on est aussi là pour ça, le coup tordu c'est tous ensemble. Il y a quelqu'un sur YouTube, il y a quelques jours, quand j'ai donné le match-up sur le contre-la-montre Ayuso contre Roglic, victoire d'Ayuso, il m'est tombé dessus sur YouTube, il m'a dit ton avis n'est pas factuel, Roglic a toujours dominé Ayuso dans les contre-la-montre. Il a eu raison et je l'entends. Comme disait Gilou, personne n'a la science infuse et toutes les idées sont bonnes à prendre. Il y a quelqu'un qui est venu me voir aussi en message privé qui m'a remonté une info comme quoi Simon Yates, ça allait pas trop, un tweet, j'étais passé au travers. Florian, je crois, qui m'a dit ça sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est une super info. Donc voilà, pour moi, on est là pour faire du partage d'infos, essayer de communiquer tous ensemble. Et même si vous écoutez le coup tordu, j'ai envie de dire de manière passive, que vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, voilà, j'ai jamais vu de message de votre part et que vous êtes à l'écoute et que vous réussissez à en tirer quelque chose, et ben moi c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse dans le coup tordu. Donc encore une fois, la décision c'est moi qui l'ai prise. Premièrement, sur l'étape d'aujourd'hui, la décision du bet, c'est moi qui la prends et l'analyse de Thibaut était tout sauf foireuse parce que s'il n'avait pas été serré contre Moschetti, personne n'est capable de dire ce qu'il se serait passé. On fait, avant d'attaquer la preview du jour, on fait notre petit point traditionnel sur le Giro sur Side Limit. Je rappelle qu'il y a $425 de prize money sur Side Limit, que ça sera probablement aux alentours de x4, x5 sur le Tour de France. La Ligue 1 en tête toujours Johan Favre. Alors il y a quand même eu quelques managers de Side Limit qui ont eu un énorme bad beat ce matin au réveil avec l'abandon de Pinarello, le petit grimpeur, talentueux grimpeur des Bardiani, qui a une fracture. Je crois qu'il y a une fracture au doigt, quelque chose comme ça pour Pinarello. Donc forcément les managers qui l'avaient dans leur galerie et qui l'avaient aligné sur Side Limit, qui avaient 5 coureurs, maintenant ils se retrouvent avec 4 coureurs, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Donc Johan Favre qui avait quelques points d'avance sur Thomas Gino Brother hier n'a plus qu'un seul point d'avance sur Thomas parce qu'il avait aligné Pinarello dans sa galerie, et donc voilà sur le score virtuel, faut toujours retrouver le score virtuel. Donc deuxième Thomas Gino Brother, et à la troisième place le coup tordu Vélo Club, voilà, qui fait son apparition dans le top 3, et quatrième c'est notre ami Benoît Tréanton alias BZH Forever. Ça reste encore extrêmement serré au niveau de la Ligue 1. La Ligue 2 c'est Jeff devant Francesco et Petit Juju, et du côté de la Ligue 3 en tête c'est toujours Titou 10 devant Witsu et Marc Maillot qui fait son apparition dans le top 3. Un petit mot sur le marché Side Limit actuellement au niveau de la vente des cartes sur le marché primaire. Alors c'est quelque chose qu'on remarque à chaque année après chaque grand tour, c'est-à-dire que les managers se ravitaillent en cartes pour disputer le grand tour parce qu'il y a les prize money, et juste derrière on va dire que sur le marché primaire, on va dire que les prix ont plutôt tendance à baisser. Considérez que sur le marché primaire, juste après un grand tour, quand le grand tour est démarré, ce qui se passe sur le marché primaire, clairement, c'est les soldes. Et tout à l'heure, pour vous dire que c'est les soldes, en vente, il y avait la carte rose de Julien Alaphilippe, sa deuxième carte rose de Loulou. La première était partie à $250 chez notre ami Boris. Loulou, alors certains vont se dire Loulou il est cramé machin, mais Loulou sur le Tour de France, il va sortir, il va attaquer, c'est sûr et certain, il va pas jouer à la pédale contre Pogacar, mais il sera obligatoirement offensif. Et forcément, vous le mettez dans votre équipe en électron libre, ça vous fait marquer un maximum de points. Je rappelle que l'année dernière et l'année d'avant, c'était $500 à la gagne pour la Ligue 1 sur Side Limit, 250 pour la Ligue 2. Moi, à chaque fois, j'ai fait deuxième en Ligue 2 et à chaque fois, j'ai pris 100 ou $120, je sais plus, un truc comme ça, $100 à chaque fois. Ouais, c'était ça, c'était $100. Donc voilà, petit Juju, il l'a récupéré à $83. Il a fait une super affaire. Il a fait une affaire de dingue. Moi-même, j'étais pas sur le marché à ce moment-là. J'étais occupé à faire autre chose. Mais bien évidemment, j'aurais été lui mettre un contre dans la tronche si jamais j'avais vu l'histoire. Donc voilà. Donc pour vous dire qu'en ce moment, le marché est plutôt bas, qu'on est à 1 mois et demi du Tour de France, je m'adresse à celles et ceux qui ne sont pas encore sur Side Limit. L'inscription est gratuite. Notre code de parrainage, c'est coup tordu 0 avec le chiffre 0. On va refaire un tirage au sort. Je pense qu'on va faire un nouveau tirage au sort demain d'ailleurs. Je vous offrirai la carte d'un coureur de la Bingo.
je vous offrirai la carte bleue de Kenneth Vandroy. Voilà, Kenneth Vandroy de Philippe Wagner, Bazin, Big Goal. Voilà, je vous l'offrirai par tirage au sort. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur Side Limit et participez à ce tirage au sort, vous vous inscrivez avec notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0 et en arrivant sur Side Limit, vous aurez un pack de 50 cartes blanches gratuites qui vous permettra de jouer sur la Ligue 4, de vous faire les dents et pourquoi pas vous entraîner. Le Tour de France est dans 1 mois et demi, ça vous laisse un petit peu de temps pour vous entraîner et également vous faire une petite galerie pour participer au Tour de France 2025 et tenter d'aller décrocher les gros prize money coup tordu 0 avec le chiffre 0. Et si vous avez n'importe quelle question bien évidemment à poser sur le jeu, je serai là pour vous répondre en privé. Puis il y a aussi un Discord avec tous les joueurs de Side Limit et ils répondront également à vos questions. On revient rapidement également, question qu'on m'a posée sur les réseaux sociaux. C'est Oli Sport qui m'a posé la question en message privé. Rapidement, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre l'étape, un petit point sur tous les coureurs qui se sont cassés la gueule et qui sont tombés, une quarantaine de coureurs qui se sont crashés dans le peloton. Alors je vais vous dire un petit peu ce que j'ai vu. Donc voilà, faire un point sur la course. Mats Pedersen, il a quand même pris un bon taquet. J'espère que ça va pas nous faire yèche pour le PLT. Bon, il avait le sourire à l'arrivée, je pense que voilà, il va laisser passer quelques étapes et puis c'est un guerrier, Mats Pedersen, je suis pas trop inquiet là-dessus. Adam Yates, ça avait pas l'air hyper grave. Jane Lay a abandonné. Gerbert Thyssen, j'ai pas vu. Anthony Perez à l'arrivée pour la Cofidis, bon, ça avait l'air de le faire un peu chier, mais ça avait l'air d'aller. Derek Guy était quand même un petit peu amoché, notre ami Derek Guy, il y avait des contusions. Dan Felipe Martinez, j'ai pas vu. Traknik, j'ai pas vu. Magnier, il fait 3 à l'arrivée de l'étape, bon, il est tombé, mais ça avait l'air quand même d'aller. Jonathan Lastra, j'ai pas vu. Fortunato, il blessé au coude et à la jambe, mais il avait quand même le moral à l'arrivée de l'étape. Il a dit qu'il allait attaquer sur la 7e étape, celle qu'on va analyser. James Shaw et Engelhardt, j'ai pas vu. Richard Carapace, c'était quand même très chaud. Il était bien pété de partout. Notre ami Richie, il a pas abandonné, mais il est encore là. Govekar, j'ai pas vu. Fuglsang, j'ai vu, ça avait l'air d'aller. Jevine a été annoncé en abandon à un moment donné, il est revenu sur le vélo, mais Jevine apparemment c'est assez chaud. Voilà, une quarantaine de coureurs. Yann Hirt, ça pue l'abandon dans ce que j'ai vu. Florian Stork, j'ai pas vu. Donc voilà, je vous fais un petit peu la liste des coureurs. On a du Holman, du Scaroni qui est tombé, Bussato. Voilà, Brandon Rivera également qui est tombé, Joseph Terny avait été aussi annoncé abandon à un moment donné, il est reparti sur la course, donc ça sent pas non plus très bon. Voilà un petit peu pour tout ce que j'ai noté au niveau des chutes. Au niveau du parcours de cette 7e étape, je vous invite bien sûr à aller mater la preview de Thibaut sur le site Vélo Futé et la preview d'Enzo également sur le site The Big Gear. Donc voilà, on va dire étape de moyenne montagne, arrivée totalement inédite, arrivée sur une ascension, on va dire, assez roulante, sauf que les 2 derniers kilomètres, voilà, sont véritablement très raides. Et puis on a un petit replat, à l'arrivée, mais effectivement, ouais, on a 2 derniers kilomètres qui sont, on va dire, assez terribles. L'arrivée, la côte de Marcia pour terminer cette étape. Donc quel scénario? Ah, il pourrait y avoir de la pluie quand même. Il pourrait y avoir aussi pas mal de pluie sur cette étape. Alors quel scénario? Moi, je suis sur un break day. Je suis sur un scénario échappé sur cette étape. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un petit peu ce qu'on voit sur le Giro ces dernières années, quand le gros des difficultés sont concentrés vraiment sur les toutes dernières étapes. Les équipes ont tendance à en garder véritablement sous le pied pour les toutes dernières étapes. On sait que c'est Tonton qui a les clés du camion, Primož Roglič. Alors il a perdu Jane Lay aujourd'hui. J'imagine pas mettre son équipe à la planche pour aller chercher les échappées. En plus, Tonton n'aime pas la pluie. Alors je sais pas s'il va pleuvoir, ça dépend des radars et ça dépend des sites, mais je le redis, Tonton n'aime pas la pluie. Alors une petite pluie battante, ça peut lui convenir, mais vraiment quand c'est le déluge, il a déjà pris véritablement des tôles dans ce type de conditions climatiques. Du côté des UAE, on a Jevine qui est complètement amoché. Alors est-ce qu'on va aller chercher à jouer l'étape, sachant que si on joue l'étape, on peut la jouer pour Del Toro, on peut la jouer pour Ayuso, on peut la jouer pour Yates, mais on peut aussi se faire contrer par Primož Roglič. Donc est-ce qu'on va avoir envie de faire les efforts pour la Bora? Je suis pas convaincu. Et après peut-être la Q36.5 pour Pidcock. C'est vrai que c'est une belle arrivée pour Pidcock. Maintenant, j'aime bien cette équipe Q36.5, mais est-ce qu'elle est suffisamment forte pour
contrôler la course, je vous avoue que j'ai d'énormes doutes. Donc moi, je serais plutôt sur un scénario breakday, scénario échappé, avec cette ascension, hein, l'ascension de Monte Urano, située au 70e kilomètre, petite ascension assez raide. Pour moi, le coup va partir dans cette ascension, sachant également que sur un grand tour, plus l'échappée est longue à se dessiner, plus elle a de chances d'aller au bout. Voilà, quand ça met très longtemps avant de sortir, à un moment donné dans le peloton ça débranche, le maillot rose ou le maillot jaune dit je vais pisser, et là ça prend 5 minutes et c'est terminé. Donc c'est un petit peu le scénario que je vois sur cette 7e étape. Au niveau des pronostics, je vais me diriger sur une équipe. Il y a une équipe qui m'intéresse particulièrement. Alors pour moi, dans ce genre d'étape, on va dire de breakday, alors encore une fois, il peut y avoir des concours de circonstances qui ramènent les leaders sur le devant de la course, mais c'est pas le scénario que je vois, c'est pas le scénario que j'imagine, sauf si du côté des UAE, avec l'abandon de Jay Hindley, on décide de profiter, on va dire, d'un avantage, on essaye de jouer un petit peu le surnombre contre la Bora, en essayant d'envoyer, je sais pas mais quoi, qu'on a déjà Jevine qui est aussi amoché, donc j'ai envie de dire un petit peu, c'est match nul, balle au centre. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les équipes qui sont là pour jouer les étapes, et uniquement les étapes, qui n'ont absolument aucune ambition au classement général. Alors je ne veux pas vous faire le tour de l'intégralité de la start list, mais moi, l'équipe clairement que j'ai ciblée sur cette étape, c'est XDS Astana, parce qu'ils vont mettre du monde dans l'échappée. Déjà, Fortunato va y retourner pour les points de la montagne. Alors Scaroni est tombé, j'ai tendance un petit peu à le sortir du jeu. S'il n'était pas tombé, je l'aurais mis dans le jeu, mais pour moi, il y a deux noms qui m'intéressent énormément du côté des XDS Astana. Le premier, vous l'avez deviné, c'est Wout Poels. On a une cote aux alentours de 26. Pour moi, c'est très très bon à prendre. Je vais vous prendre les cotes du Bookref. Donc Wout Poels est à 26 sur le Bookref. Donc en victoire et en top 3, c'est pas mal. J'ai pas encore vu les top 3, mais 0,02% de bankroll pour Wout Poels sur la victoire. Après, faudra réajuster avec les top 3 bien évidemment. Et le deuxième qui me plaît, c'est Diego Ulissi qui est à 51 même sur le Bookref, 0,01% de bankroll. Donc 1 euro sur une bankroll à 10 000 euros, 50 centimes sur une bankroll à 5 000 euros, accompagné d'un top 3. Ulissi, il revient en forme, hein, il s'est préparé tranquillement, il a gagné sur le Tour de Grèce. On a vu que depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il y a des coureurs qui sont alignés pour Astana, à chaque fois les coureurs sont toujours au meilleur de leur forme. Donc j'ai pas de doute, le Tour de Grèce c'est pas le tour le plus ouf de l'année, mais j'ai aucun doute sur le fait que Ulissi a été parfaitement préparé pour ce Giro 2025. Même chose pour Wout Poels, ça on le sait, hein, il redescend du volcan, il redescend de Tenerife, il a gagné le Tour de Turquie. Donc préparation idéale pour les deux coureurs. En plus, Wout Poels, c'est un fils de la pluie et du vent, il adore la flotte, il adore ça. Et aussi le point pour moi qui est important, c'est donc la prise de l'échappée. Et sur des grands tours, souvent la prise de l'échappée, c'est un peu à l'instinct, et souvent c'est un peu des trucs de vieux briscards. Ça se joue souvent à l'expérience. Un autre nom qui m'aurait plu, je vais pas aller dessus, mais Frigo. Alors Frigo, j'ai un doute. Est-ce qu'il va rester encore avec Deregi? Parce que pendant l'hiver, dans les interviews, Frigo avait dit qu'il sortirait moins sur le Giro 2025 pour rester davantage auprès de Deregi. Alors après, Guy, c'est pas la grande forme non plus. Un autre nom qui était sur ma préliste, Paul Double, de la Jayco. Voilà, j'irai pas parce que je peux pas non plus aller sur tout. J'ai vraiment rétréci sur les deux choix qui m'ont plu. Ah si, je vais en rajouter un troisième. Je vais en rajouter un troisième quand même. Je l'avais mis sur ma préliste, et si je le prends pas, je vais m'en vouloir. Davide Formolo. Voilà, clairement sous les radars. Alors lui, la flotte, il adore ça. Il a fait 16e sur la Flèche Wallonne. Donc ce qui veut dire que notre ami Davide Formolo, ça tient la route. Et Davide Formolo, pareil, à l'expérience, il va sentir le truc. À part Ener Rubio, on n'a pas vraiment de gros leader. Alors Nairo Quintana est sur le Giro, ancien vainqueur du Giro, on parle très très peu de lui, mais il est là, il est dans l'histoire. Mais bon, je pense pas qu'on laisse un billet de sortie à Nairo Quintana, même si on se méfie moins de lui. Mais voilà, mais je veux dire, sur ce genre d'étape, toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc Formolo 81, pour moi c'est vraiment pas mal. Encore une fois, s'il flotte, le punch il l'a, on l'a vu quand on fait 16e de la Flèche Wallonne dans un petit groupe en échappée, il est capable de faire la blague. Donc 81 pour
pour la victoire, 0,75% de bankroll, 75 centimes sur une bankroll à 10 000 euros, et on réajustera bien évidemment avec du top 3. Donc Formolo, Wood Pulse et Diego Ulissi, ça sera mes 3 picks, mes 3 bêtes pour cette étape. Les match-ups, j'ai dit que je les prenais plus, je les prends plus. Si j'avais eu un match-up à prendre, ça aurait été plutôt en fonction des infos qu'on a eues sur Simon Yates, comme quoi c'était un peu moyen, ça aurait été le match-up de Nairo, pas Nairo, Egan Bernal. Voilà, Egan Bernal devant Simon Yates. Ils sont tous les deux un match-up plutôt, ils sont plutôt à égalité. En plus, Egan Bernal plutôt en forme, on sait qu'il aime la pluie, je l'aurais plutôt ce match-up mis à 75-25. Après, Simon Yates, il peut quand même perfer, c'est aussi une ascension qui lui convient bien. Si jamais ça musarde un peu dans le peloton, j'ai envie de dire Simon Yates, j'y pense plutôt que, on va dire, la petite faiblesse de préparation qu'il a eue, il risque de le payer sur l'accumulation des courses. Donc voilà, si j'avais eu à prendre un truc, je le prendrais pas parce que je sors les match-up de mon jeu. Ça aurait été plutôt ce match-up. Et si vraiment il flotte beaucoup, Giulio Ciccone, si c'est le déluge, Giulio Ciccone devant Primož Roglič, ça aussi, encore une fois, tonton n'aime pas la pluie, mais il aime pas la pluie vraiment quand c'est le déluge. Voilà, vous avez du Ciccone à 3,50, mais encore une fois, voilà, ce sont des idées, ce ne sont pas des pics sur lesquels. Et puis guettez bien les interviews aussi le matin. Si Romain Bardet dit qu'il va pas jouer l'étape parce que il se réserve pour essayer de gagner une étape un petit peu plus tard et qu'il faut qu'il soit décramponné au classement général, clairement le match-up de Gaudu à 2,25, Gaudu est aussi quelqu'un qui adore la pluie. Donc écoutez bien, voilà, si Romain Bardet lâche une petite info en interview avant le début de l'étape, parce que s'il veut aller chercher une étape, notre ami Bardet, à un moment donné, va falloir aussi qu'il se fasse lâcher au classement général. Et souvent, ça a été son problème dans les grands tours, c'est qu'il n'arrivait pas à décamponner, il n'arrivait pas à décrocher. À la fin, il faisait des 6e, des 8e, des 10e places complètement anonymes et il ressortait un petit peu frustré. Donc Romain, si tu veux faire le triptyque, si tu veux gagner ton étape sur le Giro, à un moment donné, je pense qu'il faudra que tu prennes 10 ou 15 minutes dans la tronche pour pouvoir avoir les coups des franges pour aller jouer ton étape. Terminé pour cet épisode du coup tordu. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me retrouver sur tous les réseaux sociaux, le coup tordu, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok également. Thibaut, je rappelle, vous le retrouvez sur Twitter, Thibaut Chambre, donc sur X, ses analyses, ses previews sur Vélo Futé. Enzo alias Analyste Phoenix sur son compte X, sur son compte Twitter, et ses previews également à retrouver sur son site The Big Gear. Et on se retrouvera très probablement ce vendredi pour l'analyse de la 8e étape. Ciao les amis.